Alors, je vais me présenter donc très rapidement. Je suis Audrey, je suis développeur évangéliste chez StreamData.io. Je suis également co-leader de Devox for Kids en France et en Europe, qui est une initiative super cool pour faire découvrir la programmation aux enfants. Il y a d'ailleurs une édition hier, vous avez dû les voir passer. Donc mon défi, ça va être de vous coder en vraiment moins de 15 minutes une application mobile qui va vous donner la position de la Station spatiale internationale en temps réel, qui va être compatible à la fois iOS et Android. Et donc pour ça, je vais me servir de l'API que je vous ai mis en bas, qui donc est une API open. Vous avez plusieurs infos que vous pouvez récupérer, comme le nombre de personnes dans la Station spatiale internationale à l'heure actuelle, choses comme ça. Donc, pour parvenir à remporter ce défi, je vais m'appuyer en fait sur deux solutions. Je vais m'appuyer d'une part sur Ionic, qui est un framework mobile hybride, et je vais m'appuyer de l'autre côté sur StreamData.io, qui est un proxy as a service qui va vous permettre de transformer n'importe quelle API JSON en un flux de données temps réel. Donc Ionic, très rapidement, c'est une solution mobile hybride, vous allez me dire une de plus. En fait, c'est une solution un peu différente puisqu'elle repose à la fois sur Cordova, que vous connaissez probablement, et sur Angular. Et ça va nous faciliter grandement la tâche puisqu'on va avoir un certain nombre de composants tout prêts. S'il fallait faire une analogie, en fait, les mecs d'Ionic avaient envie de faire le Twitter Bootstrap du mobile en disant bah ok, Cordova c'est bien, maintenant les gens ils peuvent développer avec des langages avec lesquels ils sont familiers, mais niveau composants c'est toujours un peu compliqué, quoi. Il y a beaucoup de boulot pour avoir des trucs jolis avec des side menus, avec des loaders, etc. Et ils avaient vraiment envie de nous faciliter la tâche, donc ils se sont reposés sur Angular. Donc une application Ionic, ça ressemble à ça. C'est une application mobile hybride. Donc on est dans une WebView qui va être intégrée dans une application native. Il va y avoir une compilation à destination de la plateforme cible. Côté interface pure, on va être sur des choses qui sont familières, puisqu'on va être en HTML, en CSS, en JavaScript, on peut faire du SAS, du LESS, etc. En dessous, on va avoir en fait des petites briques Ionic, donc des services, des composants, des choses comme ça, qui sont finalement des directives Angular. C'est rien de plus, il n'y a pas de magie noire. En dessous, on va se reposer sur Angular. Donc par exemple, toute la logique de routing, c'est la logique de routing Angular. Donc c'est vraiment une application Angular, vous allez le voir. Et puis en dessous, on va se reposer sur Cordova, qui lui va nous donner accès déjà à toutes les librairies matérielles, et puis qui va charger de la compilation à destination des plateformes iOS, Android, Windows Phone, etc. De l'autre côté, pour faire du temps réel. Alors pour faire du temps réel, à l'heure actuelle, vous avez principalement trois solutions. Vous avez le long polling. Donc le long polling, c'est le joli schéma que vous voyez là. Vous envoyez une requête, puis vous attendez la réponse. Puis vous renvoyez la requête, puis vous attendez la réponse. Puis ça peut durer longtemps comme ça. Alors c'est sympa parce qu'il y a de fortes chances que vous fassiez des appels pour rien, quand même. Il y a de fortes chances qu'il y ait des appels entre deux qui ne ramènent aucune nouvelle donnée. Mais c'est pas grave. On a quand même envoyé l'appel, on est content. Bon, je pense qu'il est évident pour tout le monde que ce n'est pas une vraie solution, c'est plus un hack qu'on avait l'habitude d'utiliser en attendant d'avoir mieux. Mais on a mieux quand même depuis longtemps, puisque en 2008 sont apparus les WebSockets. Alors les WebSockets, je pense que qui connaît les WebSockets? C'est déjà, voilà. Les WebSockets, c'est sympa, c'est bidirectionnel, ça gère le binaire, etc. Mais c'est assez lourdingue en fait. C'est souvent, pour moi, de l'over-engineering, puisque déjà, c'est un protocole à part entière, le protocole WebSocket, qui donc repose sur le protocole TCP. Et ça va vous obliger à configurer vos proxys et vos load balancers. Et là, vos ops, ils vont être super contents. Et puis, comme je le disais, le côté bidirectionnel et binaire, en fait, on n'en a pas souvent besoin. La plupart du temps, on va envoyer des infos du serveur vers le client et ça va être du texte. Donc c'est là que Server Sent Events arrive. Server Sent Events, qui pour le coup est un petit peu plus vieux, parce qu'il est arrivé en 2006. Et donc Server Sent Events, c'est une techno qui va nous permettre de faire ça. C'est une techno de push qui va nous permettre d'envoyer uniquement du texte du serveur vers le client. Donc c'est le choix qu'on a fait chez StreamData. En fait, on s'est dit que c'était plutôt bien trouvé et que ça suffisait à la plupart de nos besoins. Et donc on a choisi de faire un proxy as a service qui est basé sur Server Sent Events. On a rajouté, on fait de la mise à jour incrémentale. Donc en fait, le schéma que vous voyez là, c'est vraiment ce qui se passe dans StreamData, c'est-à-dire que vous allez ouvrir la session de streaming. Nous, on va commencer à poller en fait selon les paramètres que vous nous avez donnés. S'il n'y a rien qui a changé, on vous renvoie rien. Et puis s'il n'y a que 2 champs qui ont changé sur les 15 de votre document, on vous renvoie que ces 2-là. On ne va pas vous renvoyer tout le document, ça n'a aucun sens. Et donc pour ça, on se base sur JSON Patch, qui va nous permettre en fait de donner des types d'opérations. Donc on va pouvoir vous dire, là, c'est telle valeur qui a été remplacée, telle valeur a été supprimée, telle valeur a été ajoutée, etc.
Et puis on a rajouté un cache dynamique de manière à pouvoir gérer en fait si votre application, et on le souhaite, face à un carton, et que vous avez 50 000 connexions en parallèle, les clients qui rejoignent en fait vont avoir accès au cache directement. Et donc ça va aller beaucoup plus vite. Alors comme on est déjà bien en retard, on va passer tout de suite à la démo. Donc je vais commencer en fait par générer mon application Ionic. Donc pour ça, je vais faire un Ionic Start ISS Maps. Donc Start, c'est une commande qui va dire à Ionic, tu me génères un nouveau projet. ISS, c'est le nom de mon projet. Et Maps, c'est un template, tout simplement, puisque Ionic, c'est sympa, vient avec des petits templates pour nous faciliter la vie. Donc on en a avec un side menu, des headers, des choses comme ça. Et Maps, je pense que vous l'aurez deviné, c'est une carte, tout simplement. Alors, je vais vous l'agrandir un peu, mais je ne sais pas si ça va être hyper lisible pour autant. C'est mieux ? Voilà, donc là, il a généré son application. Donc, il a initialisé une application, un Cordova Project. Il a rajouté la plateforme iOS par défaut, puisque je suis sur OS X. Maintenant, si vous n'êtes pas sous OS X, je suis désolée pour vous, vous ne pourrez pas rajouter iOS. Et donc, on va pouvoir aller voir à quoi ressemble un projet Ionic. Donc, un projet Ionic, ça ressemble tout simplement à ça. C'est un projet Cordova. Donc, on a un répertoire hooks dans lequel on va avoir toutes les tâches de pré- et post-compile. On a un répertoire plateforme, ça c'est plutôt clair, dans lequel les plateformes que l'on va gérer vont s'ajouter. Un répertoire plugins, bon voilà, c'est plutôt clair aussi. Donc il vient avec un certain nombre de plugins par défaut, comme par exemple le splash screen, le whitelist pour gérer les problèmes de corps, ces choses comme ça. Et en fait, le répertoire qui va vraiment nous intéresser, c'est le répertoire 3W, qui va contenir tout le CSS, le JavaScript, etc., et notamment le fichier index.html, qui est notre base de travail. Alors, tac. Je vais vous l'agrandir un petit peu. Je pense que c'est pas trop mal là. Donc, vous le voyez, j'ai un body ng app starter. Donc, si vous avez fait du Angular, là, normalement, pas de panique, vous vous sentez bien. Et j'ai un ng controller, map controller. Et puis, alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut déjà voir à quoi ça ressemble notre application. Donc, on va aller dedans. On va faire un Ionic Serve --lab. L'option --lab, elle est assez sympathique, puisqu'elle nous permet en fait de visualiser le résultat émulé dans notre navigateur pour iOS et pour Android à la fois. Alors, vous vous en doutez, elle ne peut émuler qu'un certain nombre de choses, et elle ne va pas être capable d'émuler la totalité des comportements de votre device. Mais en tout cas, pour tout ce qui est front CSS pur, c'est assez sympa. Ça permet de tester. Et puis l'autre truc vraiment chouette, c'est que par exemple, je vais pouvoir faire ça, et puis si je reviens là, hop, ça a été mis à jour. J'ai du live reload. Ok, donc ça c'est pas mal. Maintenant on va commencer à customiser l'interface parce que c'est pas très pratique à l'heure actuelle tel que c'est fait, pour afficher en tout cas la Station Spatiale Internationale. Donc vous le voyez là, j'ai un objet map en fait qui est tout simplement une directive, donc je vais aller la voir tout de suite. Et cette directive, hop. Cette directive, elle déclare tout simplement un objet map JavaScript classique auquel on passe des map options. Donc on va supprimer ces map options puisque on va les customiser un petit peu. On va commencer par déclarer en fait un objet lat long qui va avoir des coordonnées plus pertinentes par rapport à notre cas d'usage, à savoir les coordonnées de Cap Canaveral, parce que par défaut il se met sur le headquarters Ionic, c'est sympa mais ça ne nous donne pas grand-chose. Pour les map options, on va lui dire tu passes en vue satellite. Tu désactives Street View, et puis voilà. Donc, on a notre map de créer. Et puis, maintenant, ce qui serait bien, alors on peut déjà jeter un coup d'œil, on va voir ce que ça donne. C'est mieux. On va rajouter un petit marqueur pour voir où est notre station. Hop, voilà. Donc, c'est pareil, c'est un simple objet JavaScript auquel j'ai passé la map. Je lui donne une icône que je vais lui rajouter tout de suite. Voilà. Et puis je vais rajouter un petit listener. Donc normalement, en fait, si on clique dessus, il est capable de nous donner sa position. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, donc je vois que j'ai une méthode scope on create map. En fait, cette méthode, elle va tout simplement servir à donner la main, à donner la map en l'occurrence au contrôleur. Donc, on va lui rajouter le marqueur pour qu'il en ait connaissance. Voilà. ISS marqueur. Et on n'oublie pas de le mettre dans la directive, sinon ça ne donnera pas grand-chose. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour mettre du temps réel dans notre application. Donc on va voir comment on le fait concrètement. Alors, tout simplement, donc mon API dont je vous ai parlé, elle ressemble à ça. Donc là, pour le coup, c'est une API très très simple. J'ai juste une latitude et une longitude, mais ça va vous donner une idée de comment on fait ça. Une fois que j'ai cette API, je peux aller sur le portail développeur de Stream Data. Et puis, je vais aller créer une nouvelle application que je vais appeler ISS. Quand j'ai créé cette application, j'ai un token qui a été généré. Et à partir de là, en fait, ce que je peux faire, c'est prendre mon API et la copier-coller ici pour pouvoir la tester et voir ce que je récupère comme données. Donc on va faire le test tout de suite. Je copie-colle l'appel curl qui est en dessous, qui comporte le token. Et puis, hop, on va ouvrir la session de streaming. Donc là, j'ai reçu un premier event data, donc qui est mon premier snapshot de données. Et puis je reçois un event patch. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Je vais essayer de l'agrandir un peu, mais non. Je suis en train de me tromper de raccourci, donc c'est pas grave. Et donc, cet event patch, ça va être les données mises à jour, la mise à jour incrémentale dont je vous parlais. Alors, en fait, ça, une fois que ça a été fait, vous pouvez aller dans My APIs. Et là, vous voyez que votre API, elle a été auto-provisionnée. Bon, après, vous pourrez la provisionner manuellement, mais pour le moment, c'est automatique. Et donc, je vais pouvoir changer, par exemple, le paramètre de la fréquence de polling, que je vais passer à 1 seconde, puisque je sais que moi, elle se rafraîchit toutes les secondes, mon API. À savoir que si vous aviez des HTTP headers ou des query parameters, vous pouvez les rajouter aussi. Si on retourne dans le terminal, la nouvelle fréquence de polling a déjà été prise en compte, pardon. Donc c'est cool. Je vais fermer ce stream-là et puis je vais retourner dans l'application. Je vais prendre mon token. Hop. Voilà. Et donc une fois que je suis dans l'application, on va commencer par rajouter le SDK Stream Data, puisqu'on a un petit SDK pour justement les applications front. Voilà, que je vais déplacer. Bon, on est en quick and dirty, donc vous me pardonnerez, je le mets dans JS. Hein. Voilà. Je me fais gronder au premier rang. Et donc ensuite, je vais retourner dans mon contrôleur. Et en fait, donc, en event source, comment dire, on va ouvrir une event source en fait. C'est ce qu'on fait en server sent events. On a un objet event source. Donc là, on va faire pareil. On va créer un objet event source qui va prendre deux paramètres, l'API qu'on veut streamer et le token qu'on a récupéré. Une fois que cet objet event source a été créé, on peut s'abonner à plusieurs types de callbacks pour avoir des infos à l'ouverture de la session de streaming, s'il y a des erreurs, etc. Globalement, les deux plus importants, ça va être le onData, qui va nous permettre de récupérer le premier snapshot de données, et puis le onPatch, qui lui va nous donner le diff incrémental, en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais avoir besoin d'une méthode pour rafraîchir ma carte, en fait, ma carte et mon marqueur. Et puis, donc je vais l'appeler, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà. Et pour réellement ouvrir ma session de streaming, là c'est pareil, c'est comme vous feriez un serveur sent events pur, on va faire un myEventSource.open. Et donc là, si on retourne sur notre application, et on a de la chance, il n'est pas au-dessus de la mer. Et voilà, il bouge.